On nous a menti toute notre vie sur le 19e siècle. Croyez-vous vraiment que l'époque qu'on nous dépeint comme celle des véhicules à vapeur, des hauts de forme et du transport par traction animale ait été construite par des gens avec des technologies à peine plus avancées qu'une pelle? Ouvrez les yeux. On vous a trompé. L'histoire officielle craque de toutes parts dès que nous commençons à poser des questions, non pas aux humanistes qui réécrivent les manuels, mais aux ingénieurs et aux physiciens. Nous regardons les bâtiments majestueux et nous ne voyons pas l'essentiel. Nous cherchons les réponses en surface, mais la vérité, la terrible et inconfortable vérité, est cachée profondément sous terre, au sens littéral du terme. Aujourd'hui, nous allons révéler l'un des faits les plus criants d'incohérence technologique sur lequel vos professeurs d'histoire se taisent. Il ne s'agira pas des pyramides ni de la maçonnerie polygonale. Nous parlerons des technologies de forage profond qui auraient existé au milieu du 19e siècle. Imaginez l'année 1833, Paris. Une époque où, selon les données officielles, l'électricité n'existe pas, le moteur à combustion interne est de la science-fiction, et le summum de la pensée ingénieuriale est la chaudière à vapeur à basse pression. Et dans ce décor, où les chevaux marchent dans les rues en s'enfonçant dans la boue, commence un projet qui, même selon nos standards modernes, ressemble à un défi ingénieurial sérieux. Dans la banlieue de Paris, à Grenelle, il commence à forer un puits artésien. Et pas juste un puits de 10 mètres pour abreuver les vaches. Il fore un puits de 548 mètres de profondeur. Réfléchissez à ce chiffre. 548 mètres. C'est plus d'un demi-kilomètre dans la croûte terrestre. Pour comparaison, la hauteur de la tour de télévision d'Ostankino est de 540 mètres. C'est-à-dire qu'ils ont enfoncé sous terre une structure de la taille d'une des plus hautes tours du monde, en utilisant, comme on nous le dit, des constructions en bois et la force musculaire des chevaux. Êtes-vous sérieusement prêt à y croire? Mettons de côté les émotions et activons la logique sèche et la résistance des matériaux. Qu'est-ce que le forage à un demi-kilomètre? Ce n'est pas juste un trou dans le sol. C'est un processus technologique des plus complexes. Premièrement, vous avez besoin d'une colonne de forage. Ce sont des centaines de mètres de tubes ou de tiges métalliques connectés entre eux. Imaginez-vous le poids d'une telle colonne. Même en admettant qu'ils utilisaient du fer forgé de l'époque, le poids d'un mètre linéaire de tiges de résistance suffisante sera de dizaines de kilogrammes. Multipliez 50 kilogrammes par 500 mètres. Cela fait 25 tonnes de métal. 25 000 kilogrammes qui pendent verticalement vers le bas et appuient sur la tête de forage. Et c'est ici que la version officielle commence à s'effondrer en poussière. On nous dit que cette monstrueuse machine était actionnée par un entraînement à chevaux. Imaginez la pauvre jument qui tourne en rond et fait tourner le treuil. Et maintenant, imaginez le frottement. Le frottement de la colonne de forage contre les parois du puits à une profondeur de demi-kilomètre. Tout foreur pétrolier vous dira que, à de telles profondeurs, la résistance des roches et le frottement de la colonne créent des charges colossales. Des chevaux. Il faudrait un moteur diesel de plusieurs centaines de chevaux vapeur, rien que pour faire tourner cette colonne, sans parler d'en détruire efficacement la roche. Mais les historiens écrivent imperturbablement « Les travaux ont duré 8 ans sous la direction de l'ingénieur Mulot. 8 ans que les chevaux font tourner un tuyau pesant 25 tonnes. Cela sonne comme une moquerie du bon sens. Mais le poids n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parlons du couple de torsion. Il existe un concept en physique, le torsionnement. Quand vous faites tourner une tuyau de 500 mètres de long par le haut, son extrémité inférieure, celle avec la tête de forage, ne commence pas à tourner instantanément. Le métal est un matériau élastique. Sur une telle longueur, le tuyau commence à fonctionner comme un ressort. Vous pouvez faire 10 tours en surface et la tête de forage en bas ne bougera même pas.
parce que toute l'énergie ira dans la torsion du métal. Pour que la tête de forage commence à ronger la pierre à une profondeur de demi-kilomètre, il faut appliquer un couple de torsion monstrueux qui surmontera l'élasticité du métal et la résistance de la roche. Si on torsade trop fort, le tuyau éclatera. Si c'est trop faible, il n'y aura pas de forage. Comment contrôlait-il ce processus au XIXe siècle, sans capteur, sans hydraulique, sans instrument précis? À l'œil nu? « Hey Jacques, accélère la jument, on dirait qu'on ne tourne pas assez. » C'est absurde. Pour de telles opérations, il faut des technologies de précision et des matériaux de qualité suprême, qui n'existaient officiellement pas à l'époque. Allons plus loin. L'évacuation des déblais. C'est sans doute l'argument le plus meurtrier contre la version officielle. Quand vous forez la terre, vous détruisez la roche. Cette roche détruite, les déblais, doit bien aller quelque part. Si vous ne les retirez pas, la tête de forage se coince après un demi-mètre de travail. Dans le forage moderne, on utilise pour cela le fluide de forage. Un liquide spécial est injecté sous haute pression dans le puits. Il emporte les morceaux de roche et les remonte à la surface. Pour cela, il faut des pompes extrêmement puissantes, capables de pomper une boue épaisse depuis une profondeur de demi-kilomètre. Où étaient les pompes à boue haute pression en 1833? Elles n'existaient pas. Comment nettoyaient-ils le puits? Ils arrêtaient le forage tous les demi-mètres, sortaient toute la colonne pesant 25 tonnes, la nettoyaient avec une cuve et la redescendaient? Si c'était le cas, le forage aurait pris non pas 8 ans, mais 800. Selon les rapports officiels, l'eau de la Skvadjina de Grenelle a jailli le 26 février 1841. Un énorme jet d'eau chaude. Cela signifie qu'ils ont traversé les couches imperméables, l'argile, le calcaire, la craie. Ils ont percé la terre de part en part. Et ce n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis d'Amérique, à la même époque, au milieu du XIXe siècle, apparaissent des skvadjinas de 300, 400, 500 mètres de profondeur. À Saint-Louis, à Louisville, à Charleston, partout le même tableau. Milieu du XIXe siècle, absence d'industrie lourde au sens moderne, mais présence de complexes hydrotechniques des plus sophistiqués, s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des kilomètres. Qui construisait cela? Et surtout, avec quoi? L'histoire officielle essaie de nous convaincre que c'était l'apogée de l'ère des machines à vapeur. Mais les machines à vapeur de l'époque, ce sont des engins encombrants, peu efficaces, avec un rendement de quelques pourcents. Elles explosaient, elles exigeaient des tonnes de charbon. Et les skvaginas étaient forés souvent là où il n'y avait aucune infrastructure charbonnière à proximité. On nous montre des images où des gaillards barbus en redingote se tiennent autour d'un tréteau en bois. Mais n'importe quel ingénieur, en voyant ces gravures, vous dira « Cette structure s'effondrera sous le poids de sa propre treuille si on essaie de lever 100 mètres de tuyaux avec, sans parler de 500. » On nous prend pour des idiots en nous refilant des images populaires au lieu de vrais plans. Il y a encore un détail sur lequel les historiens préfèrent se taire. Ce sont les tubes de chemise. On ne peut pas simplement forer un trou dans le sol. Les parois s'effondreront. Il faut les consolider. À Grenelle, on utilisait des tubes en cuivre et en fonte. Vous imaginez le coût et la complexité de production de 500 mètres de tubes en cuivre de grand diamètre dans les années 30 du 19e siècle? C'est un budget astronomique. C'est le potentiel industriel d'un État entier. Pourquoi? Pour de l'eau? À Paris, qui est sur la Seine? On nous dit « il fallait de l'eau pure, la Seine était polluée ». Admettons. Mais les coûts d'une telle skvadjina sont comparables à la construction d'un palais en or. L'économie de ce projet ne tient pas, sauf si ces skvadjinas n'étaient pas l'héritage de quelque chose d'autre, ou si les constructeurs n'avaient pas en main des outils dont nous ignorons tout. Nous regardons ces faits et nous comprenons.
Devant nous se trouvent les traces d'une civilisation qui possédait des capacités surpassant nos représentations du XIXe siècle. Ils pouvaient pénétrer dans les entrailles de la Terre aussi facilement que nous creusons aujourd'hui des plates-bandes à la Dacia. Mais où sont passées ces technologies? Pourquoi, après le milieu du XIXe siècle, voyons-nous un étrange effondrement, quand les connaissances semblent s'être remises à zéro et l'humanité a recommencé à inventer la roue, passant des lampes à kérosène au diesel? Le puits de Grenelle, ce n'est pas juste un trou dans le sol. C'est une preuve. Un fer de lance enfoncé dans le corps de l'histoire officielle. Impossible à ignorer. Et plus nous plongeons profondément dans les détails, plus le tableau devient terrifiant. Car s'ils pouvaient forer à un demi-kilomètre sans derrick pétrolier et rotor diesel, cela signifie qu'ils avaient une autre source d'énergie, un autre principe de mécanique, qui nous a été volé. Allons de l'autre côté de l'océan, dans le pays qu'on appelle Bastion du Progrès, aux États-Unis d'Amérique. Si vous pensez que le cas parisien du puits de Grenelle était un miracle unique du monde, ou une lubie d'un ingénieur français fou, vous vous trompez profondément. C'était un système, c'était un réseau global, dont nous trouvons les traces partout dans le monde. Mais les historiens s'obstinent à les appeler simplement « puits pour l'eau ». Regardez Saint-Louis, État du Missouri, 1849. La ville est ravagée par une épidémie de choléra. Chaos dans les rues, incendies détruisent des quartiers entiers. Et au milieu de cette apocalypse, sur le terrain de la raffinerie de sucre Belcher, il fore un puits. Et pas simplement un puits, mais un vrai passage vers les enfers de 668 mètres de profondeur. 2193 pieds. Au milieu du XIXe siècle, dans une ville qui était encore hier un avant-poste. La légende officielle dit que M. Belcher avait besoin d'eau pure pour la production de sucre. Admettons. Mais regardons le côté technique de cette folie. La géologie de Saint-Louis, ce n'est pas du sable mou. Ce sont de puissants lits de calcaire, de dolomie et de granit. Pour traverser de telles roches aujourd'hui, on utilise des trépans de forage avec plaquage diamanté ou inserts en carbure cémenté qui tournent à une vitesse folle. En 1849, selon les manuels, il n'avait que ce qu'on appelle le forage à percussion par câble. Le principe est simple. Un lourd trépan pend sur un câble. On le soulève et on le lâche vers le bas. Coup, la pierre se brise. On remonte le trépan. Ça semble sans complexité. Mais cela fonctionne à 10, 20 et bien 50 mètres de profondeur. Et maintenant, imaginez que vous avez un câble de 600 mètres de long. Tout physicien vous dira que sur une telle longueur, un câble en chanvre ou même un câble d'acier commence à se comporter comme un élastique de culotte. Il s'étire. Quand vous le tirez en haut, le trépan en bas peut même ne pas bouger immédiatement. Et quand vous le lâchez, il ne frappe pas avec la force d'un concasseur de pierre, mais tape mollement au fond, parce que l'eau et le fluide de forage dans le puits créent une résistance colossale qui amortit l'inertie. L'efficacité du coup à une profondeur de demi-kilomètre en milieu aqueux tend vers zéro. Pour percer le granit de cette façon, il vous faudrait des centaines d'années de martelage continu. Mais on nous dit qu'ils y sont parvenus en quelques années. Comment? De quelle manière ont-ils trompé la physique? Ou peut-être n'avaient-ils pas de câble? Peut-être avaient-ils un entraînement rigide, capable de transmettre la vibration ou la rotation sans perte? Mais alors, ce sont des technologies du niveau du XXIe siècle, et non de l'époque de la ruée vers l'or. Allons plus loin. L'entretien de l'outil. Le trépan s'émousse. Sur le forage de granit et de calcaire, on peut dire une chose. Le métal brûle. Même l'acier moderne nécessite un remplacement ou un affûtage constant. Au XIXe siècle, comme on nous le dit, ils utilisaient du fer forgé ou de l'acier au carbone simple. Ils s'émousseraient tous les demi-mètres de progression.
qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut remonter l'outil depuis une profondeur de 600 mètres. Remonter, remplacer, redescendre. L'opération de descente et de remontée à une telle profondeur, avec une treuille à vapeur de l'époque, c'est des heures, voire une journée entière de travail. Imaginez le planning. 5 minutes de forage, 10 heures pour changer le trépan. 5 minutes de travail, 10 heures d'arrêt. Avec un tel rythme, le puits de Saint-Louis serait encore en cours de forage aujourd'hui. Mais il existe. Il est documenté. Donc, soit ils avaient des trépans en un matériau qui ne s'émousse pas, quelque chose comme des alliages super durs dont le secret est perdu, soit la technologie de progression était fondamentalement différente. Pas une destruction mécanique par percussion, mais disons thermique ou ultrasonique. Ça sonne comme de la science-fiction. Et forer le granit à 600 mètres avec une corde, ce n'est pas de la science-fiction. Encore un point que les historiens contournent avec soin. Les tubes de chemise. Vous avez foré un trou dans la pierre, mais l'eau érode les parois, les couches d'argile gonflent et claquent le puits, bloquant l'outil. Il faut obstruer le puits avec des tubes. À Saint-Louis et à Charleston, où ils ont foré encore plus profond, on utilisait des tubes en fer. D'où venait-il pour obtenir des tubes entiers de cette longueur? La soudure à l'échelle industrielle n'existait pas. La soudure à l'arc électrique n'apparaîtra que 40 ans plus tard. La soudure au gaz, encore plus tard. Donc, les tubes étaient filetés ou rivetés. Un filetage sur des tubes de grand diamètre, capables de résister à une pression de centaines d'atmosphères et au poids d'une colonne de dizaines de tonnes, c'est une précision suprême en usinage des métaux. Où étaient les machines-outils qui taillaient ce filetage? Où étaient les usines qui laminaient ces tubes sans soudure? On nous montre des forges avec soufflets et marteaux. Vous ne ferez pas un tube de chemise pour forage en grande profondeur dans une forge. C'est le produit d'un laminoir à haute technologie. Si les tubes étaient rivetés, tout rivet saillant vers l'extérieur agirait comme un crochet lors de la descente dans un puits étroit et s'accrocherait à une saillie de roche et vous coinceriez définitivement la colonne. Il serait impossible de la sortir. Le projet pourrait être fermé. Néanmoins, il descendait ces colonnes et, à en juger, avec succès. À Charleston, Caroline du Sud, le puits a atteint une profondeur d'environ 600 mètres. Et là aussi, il cherchait de l'eau. Ne trouvez-vous pas étrange ce fétichisme de l'eau? Les villes sont sur des rivières, à côté d'océans ou grands lacs, mais ils forent maniaquement la terre sur des kilomètres, dépensant des budgets comparables aux dépenses militaires d'un petit État, juste pour obtenir de l'eau artésienne. Et si l'eau n'était qu'un sous-produit? Et si il cherchait autre chose? Ou, ce qui est encore plus effrayant, s'il ne forait pas ses puits de zéro, mais restaurait, nettoyait d'anciens canaux technologiques laissés par une civilisation passée. Regardez l'économie. La raffinerie de sucre Belcher, c'est une entreprise privée. Investir des millions de dollars en équivalent moderne dans un trou dans le sol avec un résultat imprévisible? Aucun homme d'affaires sain d'esprit n'irait là-dedans. Les risques sont trop grands. L'outil peut casser, le puits peut s'effondrer, il peut n'y avoir pas d'eau. Mais ils forent, avec la certitude de fanatiques. Ils savent qu'il y a quelque chose là-dessous. Ou ils savent que la technologie fonctionne sans faille. D'où vient cette certitude chez des gens qui, selon la version officielle, soignent le rhume par saignée et voyagent en calèche? Nous faisons face à un paradoxe de logistique et de science des matériaux. Pour de tels projets, il faut une industrie. Il faut des usines d'acier spéciaux,
des complexes chimiques pour la production de fluides de forage. Parce qu'avec de l'eau seule, vous ne sortirez pas les déblais de cette profondeur. Ils sédimenteront plus vite que vous ne les remontez. Il faut des instruments de mesure les plus précis. Vous ne pouvez pas forer à l'aveugle sur un demi-kilomètre. Le puits dévierait. Il faut l'inclinométrie, mesure de la courbure du puits. Comment faisait-il cela en 1840 ? Descendait-il une petite bouteille d'acide pour voir comment elle rangerait le verre ? Ce sont des méthodes d'expérience de laboratoire, et non de forage industriel. L'histoire officielle nous propose de croire aux contes de fées sur des génies autodidactes et des ouvriers simples qui perçaient la croûte terrestre à coups de barres à mine et de jurons bien sentis. Mais regardez les photographies de ces années-là. Rues boueuses, baraquements sans bois, gens haillons. Et sur ce fond, des projets d'ingénierie des plus complexes, qui même aujourd'hui exigent les efforts d'instituts entiers. Ici, un désaccord flagrant. L'image ne se tient pas. Le niveau de vie et du quotidien de la population ne correspond pas au niveau des technologies attribuées à cette époque. C'est comme si des papous en pagne assemblaient un collisionneur à hadrons en bambou. On nous refile une décor. On nous force à penser que ces gens ont construit ces puits, alors qu'ils, très probablement, se contentaient d'exploiter ce qu'ils avaient hérité, ou d'exécuter des instructions d'en haut, de ceux qui détenaient vraiment les connaissances. Et c'est ici que nous approchons du plus intéressant, de la question « pourquoi ?» Si on écarte la version ridicule sur « boire un peu d'eau », s'ouvre un abîme de variantes. Gaz, pétrole. Mais officiellement, l'ère pétrolière commencera plus tard, avec le colonel Drake. Élément rare ? Ou peut-être l'accès à l'énergie géothermique, car l'eau de ces puits sortait chaude. À Grenelle, 28 degrés, en d'autres endroits encore plus. Énergie gratuite des entrailles de la Terre. Moteur perpétuel qui ne requiert pas de charbon. Peut-être cherchait-il précisément cela. Et peut-être est-ce pour cela que ces technologies ont été si vite oubliées et remplacées par le charbon et le pétrole sale, cher et contrôlable. Car un puits fournit de l'énergie de manière autonome. On fore une fois et on en bénéficie pendant des siècles. Cela n'arrange pas ceux qui veulent vous vendre du combustible tous les jours. Maintenant, regardons ce que les historiens craignent d'aborder par-dessus tout. Le vide économique et démographique. Si nous acceptons la version officielle, selon laquelle nos ancêtres en redingote et avec des pelles ont foré ces puits, nous buterons contre un mur plus dur à percer que la couche de granit sous Saint-Louis. Il s'agit de la base industrielle. Pour forer un puits de 600 mètres de profondeur et le chemiser de métal, il ne vous faut pas simplement une forge. Il vous faut une industrie métallurgique développée à l'échelle nationale. Comptons. Le poids des tubes de chemise, des tiges de forage, des treuils, des chaudières, des pompes. Ce sont des centaines de tonnes de métal de haute qualité. Au milieu du 19e siècle, selon les statistiques officielles, la production d'acier aux États-Unis et en Europe était minime. Le procédé Bessemer, qui a permis de produire de l'acier bon marché en grande quantité, n'a été breveté qu'en 1856, c'est-à-dire déjà après que ces gigantesques puits aient été forés. Avant cela, le monde vivait sur la fonte et le fer pudelé. La fonte est fragile, elle ne supporte pas les charges dynamiques et la haute pression à la rupture. Le fer pudelé est cher et laborieux à produire. D'où venaient les kilomètres de tubes, capables de résister à l'enfermée pression des entrailles de la Terre, si les usines pour les produire n'existaient physiquement pas? Nous voyons le produit, le puits, mais nous ne voyons pas les moyens de production. C'est comme trouver un smartphone dans les fouilles de Troie. Les historiens nous disent « Eh bien, ils importaient les tubes d'Angleterre. » Sérieusement?
à travers l'Atlantique, sur des voiliers, des centaines de tonnes de tubes juste pour abreuver d'eau une raffinerie de sucre dans le Missouri? La logistique d'un tel projet au XIXe siècle coûterait plus cher que tout l'or extrait en Californie. C'est un suicide économique. Aucun capitaliste ne s'y risquerait. Sauf si ces tubes et ces mécanismes étaient déjà prêts sur des entrepôts hérités d'une civilisation précédente. Ou si ces usines existaient, mais ont été rayées de la surface de la Terre et de notre mémoire, ne laissant après elles que des produits finis que nous attribuons naïvement aux technologies primitives du XIXe siècle. Regardez la démographie. C'est un fait encore plus choquant. La population de Saint-Louis, en 1840, comptait à peine 16 000 personnes. 16 000. C'est la population d'un village urbain moderne. Parmi elles, la moitié sont des femmes et des enfants. Restent les hommes. Soustrayez les vieillards, les malades, les commerçants, les employés de bureau. Combien reste-t-il de bras de travail? 1000? 2? Et cette petite ville, qui lutte contre les épidémies, les incendies et les inondations, décide soudain de réaliser un projet d'ingénierie digne de la capitale d'un empire? Qui travaillait sur le chantier de forage? Qui entretenait l'équipement? Qui forgeait l'outil? Pour un tel projet, il faut une armée de spécialistes qualifiés et non des journaliers de rue. Où vivaient-ils? Où sont leurs tombes? Où sont les enregistrements de paiement de leur travail? Les archives se taisent. On nous montre un couple de noms, Mulot à Paris, Belcher aux États-Unis, et le vide derrière. C'est un théâtre d'un seul acteur sur fond de décor. Il y a encore un moment qui fait dresser les cheveux sur la tête. C'est la composition de l'eau. Dans de nombreux cas, comme par exemple à Charleston ou dans certaines puits de Pennsylvanie, ce qui remontait des profondeurs n'était pas simplement de l'eau. C'était de la saumure, une solution saline concentrée. On ne peut pas la boire. On ne peut pas l'utiliser pour l'irrigation. Pour les chaudières à vapeur, elle est mortelle. Le tartre tuera la chaudière en 1 semaine. Mais il continuait à forer, pendant des années. Il s'enfonçait dans la terre, obtenant une boue inutile. Pourquoi? La version officielle déclare « Ils espéraient que l'eau deviendrait douce ». C'est un mensonge. Tout géologue sait, si vous tombez sur une couche saline, l'eau ne deviendra pas douce. Ils ne cherchaient pas de l'eau. Ils cherchaient du gaz. Et ils le trouvaient. De nombreuses puits de cette époque laissaient jaillir du gaz naturel avec l'eau. À une époque où l'éclairage officiel était à la graisse de baleine et aux bougies, quelqu'un forait délibérément la terre pour atteindre le méthane. Le gaz, c'est du combustible, c'est de l'énergie, mais pas pour les machines à vapeur, pour autre chose. Peut-être pour l'éclairage des villes, qui, comme nous le savons d'après les photographies de la seconde moitié du XIXe siècle, étaient suspectement lumineux et omniprésents pour une époque où l'électricité ne faisait que naître, prétendument. Réverbères de rues sans fil, illumination d'exposition, tout cela est attribué au gaz d'éclairage du charbon. Et si c'était du gaz naturel de ces mêmes puits profonds dont le réseau enveloppait la planète? Mais le plus terrifiant n'est même pas cela. Le plus terrifiant, c'est la manière dont ils géraient les accidents. Lors du forage à de telles profondeurs, des blow-outs se produisent souvent. Un jet d'eau, de gaz et de boue, sous une pression de centaines d'atmosphères, jaillit à la surface, balayant tout sur son passage. Aujourd'hui, pour cela, on utilise des BOP, des vannes hydrauliques complexes pesant des dizaines de tonnes. Qu'utilisaient-ils? Des bouchons en bois? Des prières? S'ils n'avaient pas de technologie pour contenir la pression, la moitié de ces villes auraient explosé à cause du gaz, ou auraient été inondées d'eau bouillante. Mais il n'y a pas eu de catastrophe. Les puits fonctionnaient de manière stable.
Donc, ils avaient des technologies de scellement du puits surpassant les nôtres, ou ils savaient comment contrôler la pression de formation. Nous arrivons à la conclusion que les gens du milieu du 19e siècle n'ont pas construit ce système. Ils l'ont trouvé. Imaginez un monde post-apocalyptique. Des survivants trouvent une centrale nucléaire en fonctionnement. Ils ne comprennent pas comment se produit la fission nucléaire, mais ils savent, si on appuie sur ce bouton, il y aura lumière et chaleur. C'est pareil ici. Ils ont trouvé les accès. Ils ont trouvé des puits conservés d'une civilisation précédente. Leur tâche n'était pas de percer 600 mètres de granit avec une corde. C'est impossible. Leur tâche était de dégager, de déconsigner un canal déjà existant, d'enlever le bouchon. C'est précisément pourquoi les travaux avançaient si rapidement pour des technologies primitives, mais si lentement pour une simple ouverture de vanne. Ils restauraient l'infrastructure de ceux qui étaient là avant nous, de ceux qu'on a effacés. Et c'est ici que nous approchons de la question principale. Où sont passés les constructeurs? Pourquoi, au milieu du 19e siècle, les villes paraissent vides? Pourquoi, sur les panoramas de Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, San Francisco des années 50 et 60 du 19e siècle, voyons-nous une architecture grandiose, de larges avenues, mais presque pas de gens? Et ces rares figures qui entrent dans le cadre ressemblent à des gueux arrivés sur les ruines de Rome. Elles ne correspondent pas à la grandeur des bâtiments où elles vivent. Ils chauffent les cheminées avec des meubles dans des palais au plafond de 5 mètres de haut, impossible à chauffer au bois. Ils utilisent des puits dont ils ne comprennent pas le principe de fonctionnement. C'est le syndrome du cargo culte. Nous voyons une civilisation de charognards. Ils ont occupé des villes vides. Ils se sont appropriés les réalisations d'autrui. Ils ont réécrit l'histoire en nommant des temples et des usines antiques leur création. Mais les chiffres ne mentent pas. Les statistiques de production de métal, la population, l'absence de plans et de documentation de construction, tout cela crie une seule chose. Il y a eu une rupture. Il y a eu une pause. Il y a eu un événement qui a remis l'humanité à zéro, ne laissant qu'une poignée de survivants et une infrastructure gigantesque et silencieuse dont faisaient partie ces mêmes puits s'enfonçant d'1 kilomètre sous terre. Et c'est précisément cet événement qu'on nous cache sous le masque de révolution industrielle et de progrès naturel. Mais quel était cet événement? La réponse se trouve dans les couches d'argile qui recouvrent les premiers étages des bâtiments partout dans le monde. Maintenant, nous approchons du point de non-retour, du moment où la quantité d'incohérences techniques se transforme en qualité de compréhension de l'image globale. Si vous avez suivi attentivement le fil de la pensée, vous avez déjà compris. Les puits de Paris, Saint-Louis et Charleston, ce ne sont pas des exploits d'ingénierie isolés, ce sont des marqueurs. Ce sont des périscopes émergeant du sol d'un sous-marin coulé que nous appelons civilisation passée. Et pour réaliser l'ampleur du mensonge, nous devons nous tourner vers la reine des sciences, les mathématiques, ou plus précisément, vers la statistique démographique et la théorie de la gestion des ressources. Regardons les données officielles sur la population du milieu du 19e siècle. On nous présente cette époque comme celle d'une croissance fulgurante, d'industrialisation et d'urbanisation. Mais les chiffres disent le contraire. Ils crient le vide. Prenons le même Paris ou les grandes villes de la côte est des États-Unis d'Amérique. Nous voyons des volumes gigantesques de construction, des centaines de kilomètres de collecteurs d'égouts revêtus de briques et de granit, d'immenses gares conçues pour des flux de passagers qui n'existaient pas encore à l'époque, et ces mêmes puits artésiens en grande profondeur. L'infrastructure est calculée pour des millions de personnes, mais dans les villes vivent des centaines de milliers. C'est comme si vous construisiez l'aéroport Heathrow pour un village où vivent 300 personnes. Le coefficient de rendement de l'économie de l'époque ne permet pas de créer de tels excédents. Dans une société agraire industrielle,
où 80% de la population est occupée à survivre et à produire de la nourriture, il est impossible d'allouer des ressources à des projets millénaires qui ne donnent pas de retour immédiat. La construction d'un puits de 600 mètres de profondeur au XIXe siècle, c'est un projet du niveau du vol vers la Lune au XXe. Cela requiert la mobilisation de toute une nation. Mais la nation, telle qu'on nous l'a dépeint, n'existait pas. Il n'y avait que des groupes dispersés de personnes essayant d'organiser leur vie dans des conditions suspectement rappelant un post-apocalypse. C'est ici que nous approchons au plus près de la théorie de la catastrophe globale, ou, comme on l'appelle souvent, du déluge argileux, ou mud flood. Regardez le profil géologique des endroits où ils ont foré les puits. Les journaux de forage de l'époque, ce sont des documents uniques. Il y est écrit noir sur blanc « Passer une couche d'argile alluviale de 10 mètres. Passer une couche de sol mixte avec des débris d'arbres et de pierres de 15 mètres. » Les foreurs du XIXe siècle enregistraient des couches de chaos. Des couches qui ne se sont pas formées sur des millions d'années, mais instantanément, à la suite d'un écoulement de boue catastrophique ou d'un hydrochoc à l'échelle planétaire. C'est précisément cette couche d'argile et de sol qui a enseveli les premiers étages des bâtiments partout dans le monde, les transformant en sous-sol. C'est précisément cette couche qui a caché le vrai niveau des villes. Et maintenant le plus important, les puits. Pourquoi sont-ils si profonds ? Peut-être parce que le zéro repère, à partir duquel ils ont commencé à forer, avait changé. Si la ville avait été ensevelie de 10-15 mètres, alors les anciennes sources d'eau, les anciennes communications se sont retrouvées enterrées. Aux survivants, ou à ceux qui sont venus à leur place, il fallait atteindre l'eau pure qui s'était enfoncée profondément sous les couches de boue et de décomposition. Mais il y a une version encore plus effrayante. Ces puits n'ont pas été forés au XIXe siècle. On les a déterrés. On les a restaurés. Imaginez que vous ayez une carte des communications de l'ancien monde. Vous savez qu'au point X se trouve une sortie d'énergie géothermique ou d'eau pure sous pression. Mais le point X est enseveli sous une couche multicouche de sel. Que faites-vous? Vous installez une tour, mais non pour percer la roche, mais pour traverser les alluvions et nettoyer le tronc existant du puits qui avait été obstrué par la boue lors de la catastrophe. Cela explique tout. Cela explique la vitesse des travaux, impossible pour un forage à percussion dans le granit. Cela explique l'absence d'usine pour la production de tubes de chemise. Les tubes étaient déjà là, dans le sol. On les prolongeait simplement par le haut, au fur et à mesure de l'excavation. Cela explique pourquoi on utilisait des primitives machines à vapeur. Leur puissance suffisait à extraire la boue, mais n'aurait pas suffi à percer le basalte. Nous observons une opération grandiose de sauvetage d'un héritage. Les gens du milieu du XIXe siècle, ce ne sont pas des inventeurs. Ce sont des pillards et des restaurateurs malgré eux. Ils ont trouvé un monde prêt, vide. Un monde avec des usines prêtes qui se tenaient sans toit. Un monde avec des chemins de fer qui étaient par endroits arrachés par la racine et par endroits menaient nulle part. Un monde avec un système de forage profond. Et ils ont commencé à exploiter ce monde, à s'approprier, à breveter ce qu'ils avaient trouvé. Regardez l'explosion de brevets dans les années 50-70 du XIXe siècle. Des centaines d'inventions par an, de la hachoir à viande au moteur. Croyez-vous que l'humanité ait voyagé en charrette pendant des milliers d'années, puis soudain, en 20 ans, ait tout inventé? Ça ne se passe pas comme ça. L'évolution technologique est un processus fluide. Et ici, nous voyons un saut. Un saut qui n'arrive que dans un cas. Quand vous trouvez une bibliothèque de plans ou un entrepôt d'échantillons. La réinitialisation globale, dont on nous ment, s'est produite peu de temps avant le début de ces travaux de forage. Peut-être à la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe siècle. Le cataclysme a détruit 90% de la population et de l'infrastructure.
Les survivants ont régressé à l'état sauvage. Mais ensuite est arrivée une nouvelle vague de civilisateurs. Qui étaient-ils? Ceux qui ont survécu à la catastrophe dans des bunkers sécurisés? Ou une force extérieure, colonisant un territoire nettoyé? Ils ont commencé l'inventaire. Le puits de Grenelle et les puits aux États-Unis, ce sont des points d'accès au système de subsistance de la planète que nous n'avons pas construit. Ce système était global. Il reliait les villes par des fils invisibles de communication souterraine. Eau sous pression, gaz, pneumatique postale, transmission d'énergie sans fil, tout cela était une réalité avant la catastrophe. Les puits étaient les nœuds de ce réseau. Quand les nouveaux maîtres sont arrivés dans les villes, ils ont essayé de relancer ce système. Quelque part, ça a marché, et ils ont capté les fontaines d'eau et de gaz. Quelque part, non. Et ils ont abandonné les puits, les déclarant secs. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, c'est la substitution de concepts. On nous a dit que c'était nous qui évoluions de la mèche de résine à l'ampoule électrique. On nous a inculqué l'idée d'un progrès linéaire, pour que nous ne posions pas de questions. D'où venaient en 1840 les technologies de grande profondeur? D'où venaient les quais en granit, s'enfonçant de mètres sous l'eau? D'où venaient les étages souterrains avec des fenêtres et des portes complètes? On nous a forcés à croire que nous étions le sommet de l'évolution. Et en réalité, nous sommes des fourmis rampant sur les circuits imprimés d'un vieil superordinateur, que nous prenons pour des rochers et des grottes. Le gouffre démographique du milieu du XIXe siècle, ce n'est pas la conséquence d'une mauvaise médecine, c'est la conséquence d'une extinction. Les villes étaient vides. Paris, Saint-Pétersbourg, Moscou, Washington, d'immenses boîtes de pierre sans habitants. Et seulement après, on a commencé à les peupler avec des colons, des orphelins, des gens sans racines ni famille, à qui on a délivré de nouveaux passeports et une histoire inventée. On leur a dit « c'est vos grands-pères qui ont construit cela ». Et ils y ont cru, parce qu'il fallait bien croire en quelque chose. Et ceux qui connaissaient la vérité, des ingénieurs comme Mulot ou Belcher, n'étaient que des exécutants de la volonté de ceux qui dirigeaient le processus de restauration depuis l'ombre. Nous voyons les traces d'une unique civilisation antique, au sens technique, hautement technologique, qui a péri instantanément. Les puits d'1 kilomètre, ce sont ces tubes respiratoires. Et le fait que nous ne puissions pas reproduire ces technologies aujourd'hui en utilisant les mêmes méthodes primitives prouve les méthodes n'étaient pas primitives. On nous a simplement montré un spectacle, un théâtre de marionnettes, où derrière l'écran opéraient tout d'autres mécanismes. Et maintenant, au XXIe siècle, nous approchons seulement de la compréhension de ce niveau qui était la norme il y a 200 ans. Mais pourquoi cacher la catastrophe? Pourquoi inventer des contes sur des chevaux faisant tourner des tuyaux de 20 tonnes? La réponse est simple et cynique. Le pouvoir. Si vous reconnaissez qu'avant vous, il y avait ici une grande civilisation que quelque chose a détruite, vous devrez répondre à 2 questions. La première, qu'est-ce qui les a tués et cela peut-il se reproduire? La seconde, par quel droit possédez-vous leur héritage? Aux élites actuelles, ces questions ne sont pas nécessaires. Elles ont besoin d'une masse obéissante, convaincue qu'elle vit dans les meilleurs des temps grâce aux soins de l'État. Reconnaître le fait de la réinitialisation et des technologies perdues signifie l'effondrement de la légitimité de tout le système de gestion moderne. C'est précisément pour cela qu'on a appelé les puits « puits pour l'eau » et les gigantesques ruines « caprices de la nature » ou « fantaisie des architectes ». Nous nous tenons au bord de l'abîme, scrutant le trou noir de l'histoire. Et cet abîme commence à nous scruter. Les puits du XIXe siècle, ce ne sont pas simplement des anomalies d'ingénierie. C'est la clé
pour comprendre comment fonctionne notre réalité. C'est la preuve que la civilisation ne se développe pas en ligne droite du primitif au complexe. Nous nous déplaçons en spirale, ou, ce qui est encore plus effrayant, en cercle fermé, où chaque nouveau tour commence par une amnésie complète. Les puits de Grenelle et des États-Unis, percés dans le granit sans technologie adéquate, ce sont des réflexes résiduels de l'humanité. Ce sont les actions de personnes qui essaient de démarrer un mécanisme des plus complexes, sans instruction, mais obéissant à une mémoire génétique vague ou à un ordre strict d'en haut. La catastrophe, survenue au début du XIXe siècle, a détruit cette harmonie. Les connexions se sont rompues, la pression est tombée, les villes se sont tues. Et quand les nouveaux maîtres sont arrivés sur les ruines, ils ont d'abord essayé de restaurer précisément ces nœuds énergétiques. Mais quelque chose a mal tourné. Peut-être les connaissances ont été perdues irrévocablement. Peut-être les paramètres physiques de la planète ont changé. Et alors une décision a été prise. Greffer l'humanité survivante à l'aiguille des hydrocarbures. À l'énergie sale, finie, payante. Les puits ont été abandonnés ou requalifiés en sources d'eau. Et on nous a raconté une fable sur la grande révolution industrielle, où la locomotive est le sommet de la création.